Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série où j'écris un roman et je documente le tout sur YouTube. Aujourd'hui, dans cet épisode, ce que je vais vous montrer, c'est comment je me suis concentrée sur mon personnage principal féminin qui s'appelle Sora. Je vous rappelle, j'ai 3 personnages principaux. Enfin, l'idée de départ, c'était que j'en avais 3. Pour l'instant, j'ai beaucoup plus de choses à dire sur ce personnage principal-là. Et donc, je vais me concentrer dessus, et c'est ce que j'ai fait les précédents jours et les précédentes semaines. Je me suis concentrée sur ce personnage-là, et surtout sur son arrivée dans le nouveau monde qu'elle découvre, dont elle connaissait déjà l'existence, elle en avait déjà entendu parler dans son monde, mais c'est la première fois qu'elle s'y rend. Et donc, souvenez-vous, elle a 15 ans et elle va intégrer donc cette nouvelle. Alors, c'est pas une école, mais c'est un nouveau mode d'enseignement qui est propre à cette cité-là. Et là, elle va rencontrer tout un tas de nouveaux personnages. Donc, j'ai déjà des personnages en tête qui sont plus ou moins importants. Ce sera tous des personnages secondaires et on va regarder en fait comment ces relations se construisent. Elle va avoir des personnages, elle va rencontrer des personnages de type allié et des personnages de type antagoniste. Et c'est la majorité du roman va se dérouler pour ce personnage-là, Sora, sur cette cité-là, cette nouvelle cité-là. Et donc, on va découvrir tout ce qui est nouveau dans cette cité, en contraste avec ce qu'elle connaissait elle avant, et tous ces nouveaux personnages qui vont venir la challenger et qui vont la faire grandir. Et donc là, on va regarder un peu comment j'ai avancé et on passe sur mon écran pour voir tout ça. Bon, du coup, j'ai dit qu'on passait sur mon écran, mais en fait, on va passer sur mon mur, c'est encore mieux. Je vais vous expliquer un peu comment je me suis installée. J'ai mis un tableau Velleda pour vraiment avoir la structure de mon roman en grand et avoir vraiment l'espace de m'étaler pour tous mes arcs secondaires et toutes mes intrigues. Et je vais vous expliquer un peu comment j'ai arrangé ça. Du coup, là, je l'ai classé en 3 parties. La partie 1, donc acte 1, acte 2, acte 3, avec les scènes que j'ai déjà imaginées pour ces parties-là. Donc, les post-it verts, comme je vous l'ai dit, je me suis concentrée sur Sora cette fois-ci. Et donc, j'ai la totalité, enfin presque, il manque des choses, mais j'ai globalement toutes les scènes en rapport avec elle, sa transformation, son évolution et ce qui va se passer de son côté à elle. Rappelez-vous, elle est partie sur la Cité de la Force et elle est toute seule, isolée. Et bien sûr, elle va rencontrer des nouvelles personnes. Et ça, je vais le détailler. Donc, tout ce qu'il y a en vert, là, c'est Sora. Ensuite, là, j'ai mis un peu Mehdi, un peu Nathan. Et vous voyez bien qu'il n'y a quasiment pas de post-it. Donc, les prochains, les suivants, après Sora, c'est sur eux que je vais me concentrer. Donc, Mehdi, lui, est sur la Cité du Partage. Nathan est resté à Cérésia. Et je me concentrerai sur eux après. Donc là, je vous explique vraiment toute mon avancée sur Sora. Donc Sora, en fait, c'est un peu la fille donc qui était dans un cocon à Cérésia. Tout se passait bien. Elle était avec ses 2 meilleures amies, avec sa famille sur Cérésia, une cité qui est très axée sur le bien-être, où les gens sont gentils, sont bienveillants. Et à l'issue du test, elle est propulsée dans la Cité de la Force, où là, il va y avoir un gros contraste. Et donc, dans toute la première partie et toute la première moitié, en fait, elle va essayer de s'adapter sans trop comprendre un peu les règles implicites de ce nouveau monde. Elle part un peu avec tout ce qu'on lui a mis dans la tête, toute la partie bienveillance, et ça va être un choc. Et c'est ça qui sera intéressant. Et donc, en fait, là, je vais vous détailler comment j'ai organisé mes post-it. Ici, donc, ça commence comme ça, de son arrivée. Et là, je mets les scènes un peu à la suite dans cette direction-là. Ensuite, ici, c'est quelque chose de très très grave qui arrive dans la Cité de la Force et qui va tout changer dans son mode de réflexion à elle. Et là, donc, on a, c'est pas une nouvelle Sora, mais on a une Sora qui commence à vraiment changer. Et donc, elle change. Là, il y a plein d'idées de scènes. Et à la fin, dans la partie 3, on a une Sora qui s'est transformée, qui s'est trouvée parce qu'au début, en fait, elle se cherchait. Donc, je mets souvent, moi, mes idées un peu sur l'évolution de mes personnages. Je sais dans quel état ils sont avant, dans quel état ils sont après. Et du coup, entre chacun de ces états-là, donc entre point A et point B, je sais qu'il faut que je mette des scènes qui vont justifier ce changement-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit l'arc de Sora. Du coup, là, je vais vous dire chacune de ces scènes, ce qu'elle comporte. Donc, on commence. J'ai commencé dans l'acte 2. Je vais pas commencer l'acte 1 parce que je vais quasiment tout rédiger du côté de Sora. Et on l'avait vu en direct sur les autres vidéos. Mais c'est surtout la suite. Une fois qu'elle arrive, qu'elle est seule. Je voulais vraiment me concentrer sur elle. Et donc, en fait, là, elle arrive dans la Cité de la Force. Et en fait, dans la Cité de la Force, on va regrouper chacun des enfants qui arrivent de chacune des autres cités dans un groupe. On va le mettre dans un espèce de groupe d'intégration où il y a 3 enfants de la Cité de la Force, peu importe l'âge, j'ai pas encore défini.
et cet enfant-là. Et en fait, ces 3 personnes sont, c'est des personnages, ça va être des personnages secondaires. J'ai pas encore de nom, mais leur rôle, c'est de l'aider, et de lui apprendre tout un tas de choses pour l'aider à réussir une espèce de grosse épreuve ou un challenge qui aura lieu à la fin. Et en fait, donc c'est un peu comme un concours où chacun des jeunes qui vient de n'importe quelle autre cité va devoir être un peu formé par son équipe pour être la meilleure version de lui-même à la fin, en fonction des règles de cette cité-là, bien sûr, hein, à la fin, pour être le mieux préparé pour réussir ce challenge. Et à la fin, l'équipe qui a gagné, donc l'équipe de 4 qui a gagné, gagne quelque chose. J'ai pas encore défini. Mais en tout cas, c'est pour ça que au début, on va les mettre dans des groupes. Et donc, en fait, là, c'est pour Sora. Elle sera obligée de se confronter à 3 personnes différentes. Et donc, elle est plus seule et isolée. Elle est avec 3 personnes. Bien sûr, en amont, j'avais mis une scène où elle rencontre sa colocataire. C'était une fille qui vient de la Cité de la Liberté et qui est pas très, qui est un peu dans son coin, renfermée. Elle est pas très sociale. On comprendra bien sûr après pourquoi. Voilà, donc là, elle trouve son équipe. Ensuite, il y a une scène où on visite un peu la Cité de la Force. Moi, ça me permet de créer du contraste entre là où, Sérésia et la Cité de la Force, en termes de géographie, en termes d'infrastructure, pour qu'on voit les différences. Donc forcément, il y a une scène de visite. Et dans cette scène de visite, elle va commencer à avoir un aperçu de la personnalité des 3 personnes qui vont l'aider. Ensuite, là, elle rencontre un personnage très intéressant qui s'appelle Abel. J'ai trouvé un prénom comme ça. Et il vient aussi de Sérésia. Et lui, ce sera un peu son, plus tard dans le récit, ce sera un peu son encre et ce qui va un peu la rattacher à ses souvenirs de Sérésia. Et quand elle ira pas très bien ici et qu'elle aura du mal à s'adapter, du coup, ce sera un ami avec lequel elle pourra passer du temps et elle ira mieux. Voilà. Donc, ensuite, on a un cours qui est très important avec un premier personnage adulte de cette cité qui va être intéressant. C'est un professeur, en fait, qui est, lui, un peu dissident. Et c'est un professeur qui est, on comprend qu'il est un peu surveillé, qu'il est pas à l'aise. Et après, on a un cours particulier qui va nous donner un peu une première image de ce que les jeunes dans cette cité-là sont en train d'apprendre. Et ça va être un peu c'est un peu des indices pour notre intrigue principale où on va comprendre des choses. Le lecteur va commencer à comprendre un Sora. Pour elle, c'est un cours normal. Du coup, ensuite, là, un des 3 personnages de son équipe de 4, je l'ai appelé P3 parce que... Non, P3, c'était déjà Nathan. Je l'ai appelé prénom 3 parce que je sais pas encore comment il s'appelle. C'est un personnage masculin. Et en fait, lui, il vient la chercher là pour s'entraîner. Donc, dans l'épreuve finale que je vous ai dit à la fin, dont j'ai parlé à la fin, pardon, il y a plusieurs catégories et il y a une épreuve physique. Et donc, forcément, elle va devoir s'entraîner physiquement. Et c'est ce personnage-là qui va l'aider. Et ça, c'est le début d'un axe très, très important qui sera dans le tome 2. Mais comme un peu toutes les personnes qui écrivent de la fantasy, on se lance dans des tome 1, tome 2, tome 3 avant même d'avoir fini le tome 1. C'est tout à fait normal. Et donc voilà. Donc ce personnage-là va être très important. Mais pour l'instant, c'est juste le personnage très chiant, un peu violent, insupportable et qui va devoir l'aider à se préparer physiquement. Et voilà. Sora, je lui avais pas donné forcément de compétences physiques, mais c'est peut-être à ce moment-là que je vais réfléchir et je vais devoir résoudre OK, est-ce qu'elle est déjà très forte physiquement? Est-ce qu'elle avait déjà une activité ou une compétence qu'elle avait développée à Sérésia ou alors pas du tout? Est-ce que elle est lancée dans le truc et elle va devoir tout apprendre de zéro? Je pense que je vais plutôt aller dans mais j'ai pas encore tranché. On verra. Voilà. Donc ensuite, on a un autre cours d'histoire. Cette fois-ci, c'est un vrai cours d'histoire. Là, c'était un cours de je sais pas quoi, je l'ai pas encore appelé. Là, ce sera un cours d'histoire. Et là, on va voir qu'il y a un problème. On va voir qu'il y a des différences qui vont se créer entre Sora, sa colocataire, et ce qui est raconté sur l'histoire de la force, de la cité de la force. Et là, ça va commencer à aller sur l'arc de la relation entre Sora et sa colocataire. Et il va y avoir des choses qu'on apprendra plus tard. Enfin bref, je vais pas tout vous dévoiler tout de suite. Surtout que je connais pas tout encore et j'ai pas tous les détails. Voilà. Ensuite, une scène importante, c'est le premier échange avec Nathan, la première prise de contact. Parce qu'en fait, à partir de cette partie-là, on va avoir une coopération entre les trois personnages principaux qui sont chacun situés dans des endroits différents. Il va y avoir un échange d'informations. Et en fait, c'est comme ça qu'on va découvrir l'existence de la secte. Ils vont découvrir tous les 3 l'existence de la secte au début dans un premier temps.
avant tout le reste du monde. Et donc, il va falloir mettre en place un système de communication. Et c'est dans cette scène-là que je vais définir le système de communication et en fait et donner une raison aussi pour parler de ça, c'est que Sora, ça se passe mal, son entraînement est un peu difficile et donc là, elle essaye de renouer avec son passé, sa zone de confort en fait initiale. Et donc, comme elle peut pas écrire de lettre à Mehdi parce que Mehdi l'ignore, elle écrit une lettre à Nathan. Et donc là, j'ai pas encore écrit la scène, mais je sais que j'ai mis des objectifs. J'ai dit qu'elle devait apporter une information qui serait importante pour l'intrigue. Je sais d'en parler avec elle. Et ensuite, elle va apprendre une autre information sur l'arc de la romance avec Mehdi. C'est qu'elle va apprendre que Nathan lui parle avec Mehdi, mais que Mehdi ne lui parle pas à elle. Et donc là, elle va vraiment se dire Mehdi a un problème avec moi. Voilà, enfin, c'est ce qu'elle pense, c'est son point de vue. Quand je serai en train de parler de Mehdi ici, on aura son point de vue et on comprendra beaucoup de choses. Mais pour l'instant, on est du côté de Sora. Enfin bref, là, il y aura peut-être d'autres scènes un peu de la vie normale et des nouveaux trucs qu'elle apprend et de ce qu'elle fait. Ici, je sais que à un moment donné, elle va découvrir que la cité de la force est une cité qui travaille beaucoup avec le bois et qui fait pousser des forêts et qui construit des choses avec le bois. Mais on comprend pas trop, on sait juste qu'il y a un rapport avec le bois. Et ça, c'est important parce que dans la Cité de la Liberté, c'est eux qui sont normalement experts dans tout ce qui est forestier, dans tout ce qui est gestion du bois et dans la création des bateaux. Parce que pour leur valeur profonde de la liberté, c'est eux qui sont devenus les meilleurs, les experts dans la création de bateaux pour justement pouvoir naviguer dans les airs. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'eau, enfin, qu'ils se baladent pas avec des bateaux sur l'eau. Ils sont tous en train de voler dans l'air parce que c'est des cités volantes. Mais voilà. Il y a un point assez problématique. Enfin, c'est pas problématique, c'est juste que le lecteur va savoir que c'est problématique en regardant la réaction de la colocataire qui vient de la Cité de la Liberté et qui, elle, a un passé qu'on va découvrir et qui trouve que c'est bizarre. Enfin bref, Sora va juste noter ça comme ça et la colocataire va réagir bizarrement. En fait, c'est là qu'on apprend que la colocataire, je sais pas si je vous avais dit, mais elle était à moitié brûlée. Et en fait, elle est brûlée parce qu'il y a eu une tentative de meurtre sur son père qui était quelqu'un de très haut placé et justement dans le commerce du bois et la gestion du bois. Je comprendrai plus tard pourquoi et c'est en rapport avec l'intrigue. Je vais pas tout vous dévoiler maintenant. Enfin bref, ensuite là, il y a une scène où aussi on va parler d'une des épreuves qui est différente, c'est pas l'épreuve physique. Là, il va se passer quelque chose. C'est quelque chose qui est assez insupportable pour Sora et du coup, je vous dévoile pas le truc, mais du coup, à un moment donné, elle va quitter la salle où ils sont, et elle va partir. Et là, elle va arriver. Oui, voilà, elle va rencontrer un autre personnage adulte très important, parce qu'en fait, c'est un membre de la secte déguisée. Elle ne saura que c'est un membre de la secte qu'à la fin. Mais en fait, c'est là qu'elle le rencontre. Et en fait, elle le rencontre et va essayer de se lier d'amitié un peu comme un professeur sympathique ou quelqu'un qui la voit un peu seule et isolée, qui va vouloir l'aider, qui va être bienveillant, qui va être gentil avec elle, mais en fait, il a des objectifs cachés. Mais voilà, en tout cas, c'est là qu'elle rencontre ce personnage-là très important. Ensuite, là, on a une scène où on a un des membres de son équipe, que j'ai appelé Prénom 3, c'est un antagoniste qui sera présent dans le tome 2. Et là, il fait une réaction très bizarre. Il essaye d'embrasser Sora. Et c'est très particulier parce qu'elle l'avait pas du tout vu venir. Et c'était quelqu'un qui était vraiment qui avait un profil très antagoniste. Cette scène-là, elle sera importante pour le tome 2. Mais il faut bien que je la case quelque part. Et donc voilà. Donc Sora est choquée. Elle le recale violemment. Voilà. Du coup, il part énervé. Et ça va avoir des conséquences très sérieuses et très graves. Du coup, Sora est un peu choquée. Elle se dit, OK, je veux plus m'entraîner avec lui. Déjà qu'elle pensait que c'était un psychopathe. Mais voilà, on verra la suite. Mais ça, c'est vraiment une ouverture pour le tome 2. Un peu plus tard, et là, vous voyez qu'il y a un vide. Mais là, on va vraiment au bout. Juste avant l'acte 2 et cette scène très grave. Là, il y a une espèce de soirée secrète underground organisée par les jeunes de la Cité de la Force. Et en fait, ils vont pousser plein de membres des autres cités à faire des choses. C'est un peu comme du bizutage, comme ce qu'on imagine que ça peut être. Ils vont les pousser à faire des choses très dangereuses, tout en appuyant sur la notion de la force. Si vous voulez être fort comme nous, il va falloir être audacieux, il va falloir oser faire ça. Alors c'est des choses très très risquées. Et en fait là, on a un peu un aperçu de la notion
déviée, de la notion de force déviée qui est dans cette cité. Et ça va tout changer, en fait. Il va y avoir un point de bascule. Là, en fait, les jeunes sont poussés à faire des choses, je sais pas, une escalade très dangereuse. Et là, il y a un personnage qui meurt. Ce personnage-là, en fait, c'était l'ami qu'elle avait rencontré de Sérésia. Et comme là, je vais mettre des scènes où il y a de la complicité qui s'installe, où ils deviennent amis et ça devient quelqu'un d'important, même si c'est toujours c'est un personnage secondaire, il sera quand même assez important pour elle sur cette cité-là quand elle est isolée des autres personnages principaux. À ce moment-là, ce personnage qu'on va rendre très joyeux, très gentil, très attachant, il va mourir. Et du coup, c'est ça qui va faire shifter Sora. Il va y avoir un avant et un après. Sora, au début, elle essayait vraiment de s'intégrer, d'être comme eux. Elle essayait de suivre avec bienveillance, malgré que dans son esprit, elle a sa petite voix qui lui dit mais c'est vraiment bizarre, il se passe des choses bizarres. Ils sont un peu bizarres parce que je veux pas tout vous dévoiler, mais voilà. En tout cas, elle remarque plein de choses, mais là, elle est comme au début, elle était dans son cocon. Là, elle est plongée dans un milieu hostile. Et du coup, elle essaye de s'intégrer tant bien que mal, mais personne n'est vraiment sympa avec elle, sauf Abel. Là, il meurt, et du coup, là, elle brille un peu. Et du coup, elle se dit, OK, du coup, ils sont vraiment fous dans cette cité, et du coup, je vais arriver les suivre. C'est un peu un gros résumé, mais ça va venir un peu doucement, mais globalement, c'est ça, c'est ce qui va se passer. Du coup, là, on va observer plein de choses. Mais avant ça, je vais faire une pause sur cette ligne-là. En fait, cette ligne-là, c'est un peu l'arc de la relation entre Sora et sa colocataire. Sora, c'est quelqu'un de très joyeux, qui aime bien être entouré de monde, et sa colocataire, c'est tout le contraire. Elle reste seule. Au début, elle veut même pas parler à Sora, donc je vais vous expliquer ce début d'arc-là avant de passer ici. Ici, en fait, sa colocataire, donc, j'ai défini plusieurs scènes qui vont montrer l'évolution de la relation. En fait, au début, elle l'ignore, voire elle est très malpolie. Elle va ignorer Sora, et parce qu'en fait, on va comprendre plus tard qu'elle méprise un peu Sora. Et surtout, ce qu'elle méprise dans Sora, c'est sa volonté, c'est son souhait de vouloir s'intégrer avec tous ces gens-là, et un peu sa naïveté de tout le monde est un peu gentil, et du coup, à ne pas voir le mal. Alors que sa colocataire est très lucide, de par ce qui lui est arrivé dans le passé, qu'on découvrira par la suite. Et au bout d'un moment, les deux vont commencer à se fréquenter grâce à Abel, qui est très sympathique et qui s'entend bien avec tout le monde. Et quand Abel meurt, les deux colocataires, elles sont passées du stade où on s'ignore et on s'aime pas à OK, on se tolère et OK, on se respecte, même si on n'est pas vraiment amis, mais en tout cas, on est plutôt du même côté. Et en fait, là, à la mort d'Abel, il va y avoir un rapprochement entre les deux. Et c'est un peu un rapprochement forcé. Parce que toutes les deux, elles sont du côté elles sont plutôt saines d'esprit, même si elles sont très différentes. Alors que sur la Cité de la Force, les gens sont un peu perturbés. Voilà. Et donc, à la mort d'Abel, il y a tout qui change. Ici, on voit que elles ont assisté toutes, ainsi que tous les jeunes de 15 ans, ils ont tous assisté à ce qui s'est passé, et ils voient que les autorités sont en train de raconter une histoire totalement différente. Et du coup, ça les inquiète. Ils se disent qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre, et ça vient confirmer les croyances qu'ils avaient au début, où ils avaient vraiment constaté des choses anormales, mais ils avaient tué un peu cette petite voix dans leur tête en se disant non mais c'est juste différent, on ne comprend pas. Voilà. Ensuite, là, quelque chose de très important, c'est sur l'arc de la romance. Elle reçoit la lettre de Mehdi. Je pense que je vais la faire recevoir la lettre un peu avant, mais comme elle est bien occupée là, elle va pas prendre le temps de la lire. Et c'est seulement à la mort d'Abel, quand elle coupe un peu les relations avec les autres et elle va de moins en moins dans les entraînements et elle a du mal à les supporter, qu'elle se dit OK, je vais lire la lettre. Parce qu'il faut lui donner une raison de vouloir lire la lettre. Parce qu'au début, là, elle était OK, Mehdi m'ignore et du coup, je vais ignorer toutes ses tentatives. Et donc, la lettre qu'elle reçoit. Parce qu'en fait, il faut que je les pousse à communiquer pour s'échanger des informations pour mon intrigue principale. Et Mehdi, lui, de son côté, il va avoir beaucoup d'informations que j'ai pas encore définies, mais c'est lui qui aura beaucoup d'informations. Sora, elle sera dans l'observation, elle va constater plein de choses anormales qu'elle va communiquer à Nathan. Mehdi, de son côté, va remarquer plein de choses anormales, mais au niveau macro, elle est vraiment en plein dedans. Mehdi, lui, il a du recul, il est vraiment en macro et sur la partie stratégie.
il sera sur la partie stratégie, mais lui, il a une vision un peu plus à une échelle beaucoup plus grande. Alors qu'elle, elle a une vision terrain. Et c'est Nathan qui va commencer à faire le lien entre les deux. Et à un moment donné, Mehdi, après suggestion de Nathan, va envoyer un message à Sora. Et du coup, ça va recommencer l'arc de la romance. Et du côté de Sora, dans sa tête. Mais pour Mehdi, c'est un besoin vital pour l'intrigue, parce qu'il commence à remarquer des choses entre lui et Nathan. Et ensuite, à force d'échanger avec Sora, ils vont comprendre que ce qui se passe, c'est beaucoup plus grand que chacune des cités. C'est quelque chose qui se passe à l'échelle globale. Voilà, donc enfin, ici, on a une scène où Sora va, comme elle s'est rapprochée de sa colocataire se confie et on comprend d'où vient la brûlure et on comprend qu'il y a un rapport avec l'histoire du bois dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, j'espère que ma vidéo n'est pas trop longue, mais je vais arrêter d'être dans le détail peut-être. Parce que tout ça, je vais l'écrire, donc à un moment, vous le lirez peut-être. Ensuite, on a Sora qui va découvrir une zone cachée dans la Cité de la Force, une zone où il y a des milliers de bateaux. Et donc, elle va chercher sa colocataire et les deux vont tirer des conclusions importantes sur cette nouvelle découverte. Ensuite, il y a un autre sujet. C'est tout un tas en fait, là, dans cette deuxième partie, on a tout un tas de choses qui se passent en accéléré qui sont de plus en plus inquiétantes. Sora qui comprend que, en fait, depuis 30 à 40 ans, les enfants de la Cité de la Force sont tous en internat obligatoire depuis qu'ils ont 4 ans. Et ils sont en fait éloignés de leurs parents et ils vont tous en internat pour se faire un peu, on comprendra plus tard, un peu laver le cerveau. On comprend toujours pas pourquoi. Ensuite, un peu plus tard, on apprend que il y a une annonce officielle, c'est que les communications sont coupées. Tous les jeunes qui pouvaient envoyer des lettres à leur famille, leurs parents respectifs dans toutes les cités différentes, en fait, plus personne ne peut envoyer de courrier. Il se passe un truc. Donc là, ça va couper les communications entre Sora et Mehdi et Nathan. Mehdi et Nathan vont s'inquiéter, ça va créer une nouvelle initiative par la suite qu'on découvrira ici. Ensuite, là, on a encore un truc dans cette phase d'accélération. On a une scène où le vieux professeur qu'on avait vu au départ, où on comprenait qu'il y avait un problème avec lui, il se fait arrêter sous leurs yeux, en plein milieu d'un amphi. Ensuite, là, on a une autre scène où Sora tombe nez à nez avec celui que j'avais fait prénom 3, le membre de son équipe qu'elle aimait pas du tout. Elle le rencontre dans un lieu précis et elle comprend un peu mieux son histoire, son passé et d'où vient tout son comportement. Et en même temps, ce qu'elle comprend va être très utile à l'intrigue. Ensuite, là, il se passe un autre événement très grave qui va faire basculer dans l'acte 3. C'est sa colocataire qui se fait kidnapper. Mais pas que sa colocataire, tout un tas d'autres jeunes de la Cité de la Force. Et ça, c'est en rapport avec l'intrigue principale. Ensuite, là, elle reçoit un cadeau de Mehdi, ce qui est très, très intriguant, parce qu'elle comprend pas pourquoi il lui envoie un cadeau. Et ce cadeau, en fait, c'est un bracelet, et il lui dit « porte-le obligatoirement ». Et donc, en fait, je vous expliquerai pourquoi, peut-être dans un autre épisode. Voilà. Et en fait, je vais pas vous dire ce que j'ai écrit d'autre, du coup, parce que c'est la révélation de la raison pourquoi il lui offre un collier. Elle croit que c'est l'arc de la romance, même si elle est passée complètement à côté. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et ça va créer un malentendu à la fin. Donc, ça va être très intéressant. Ensuite, là, dans l'acte 3, il y aura forcément le concours qu'il prépare depuis le début. Et là, à un moment, il y a Nathan qui va débarquer. Et vous comprendrez pourquoi plus tard. Mais c'est en rapport avec ce qui s'est passé et l'enchaînement de choses très inquiétantes là-dessus. Voilà. Et ici, on va s'arrêter sur l'arc de Sora. Déjà, il faut que j'écrive toutes ces scènes-là. J'ai commencé déjà à écrire toutes celles-ci. Voilà. Et là, il va falloir que je me concentre pour la prochaine fois sur Mehdi et Nathan. Et Mehdi et Nathan qui vont être encore plus impliqués dans l'intrigue, mais à des échelles différentes, comme on l'a vu. Et avec tout ça, en fait, je vais pouvoir clôturer toutes les scènes de mon roman. Une fois que j'ai l'arc de Mehdi et de Nathan, j'aurai tous les arcs principaux. Tout ce dont je vous avais parlé avant, donc les parents, la secte et tout
tout va venir s'imbriquer. Ah bon, le but là de mon roman numéro 1, de ce premier tome, ça va être le but final, c'est que à la fin, au début, ils comprennent pas ce qui se passe. Il y a plein de choses inquiétantes qui se passent partout dans leur monde, et à la fin, ils comprennent qu'il y a une secte qui existe. Avec deux tempos, c'est qu'au début, ils comprennent, mais les parents et les autorités ne veulent pas les croire. Et à la fin, après ce qui va se passer ici, tout le monde va être au courant qu'une secte existe. Et après, on va être basculé dans le tome 2. Et l'objectif du tome 1, c'est ça. C'est vraiment passer de trois personnages qui sont un peu centrés sur leur propre vie, pas de manière égocentrée, mais vraiment c'est juste parce qu'ils ont une vie normale de quelqu'un qui a 15 ans, qui est plus concentré sur sa vie. Et en fait, à la fin, ils vont comprendre qu'en fait, ce qui se passe dans le monde est beaucoup plus important que juste leur histoire d'amitié ou alors juste aller dans la cité qu'ils veulent pour apprendre les matières qu'ils ont envie. Voilà un peu tout ce qui s'est passé là et toute mon avancée. Donc là, j'ai clarifié l'arc de Sora, sa transformation, où à la fin, elle est beaucoup plus autonome, elle ne cherche plus, et sa colocataire a beaucoup aidé, la relation avec sa colocataire a beaucoup aidé. Elle ne recherche plus forcément à être en groupe, elle n'a plus peur d'être seule. Ça a fortement aidé les événements et on a une Sora totalement transformée. Et quand elle revoit Mehdi et Nathan, notamment Mehdi, qui lui, une des transformations qu'il va avoir, c'est que il va mettre au clair sa relation avec Sora dans sa tête, et il va comprendre, et le lecteur va comprendre pourquoi est-ce qu'il l'a ignoré. Ben, en fait, là, il va se retrouver dans un état de conclusion qui sera un peu antonyme avec l'état dans lequel Sora va être. Je sais pas si antonyme c'est le bon mot, mais voilà, vous l'aurez compris. Et ça va créer des tensions importantes pour le tome 2. Et ensuite là, Nathan, on a une grosse révélation sur Nathan, ce personnage qui au début était un peu mis de côté, qui sera quelqu'un de très très important pour le tome 2. Et en fait, on va le voir se révéler doucement, petit à petit, jusqu'à la fin où on a une révélation sur lui. Je sais pas si vous voyez à la fin, mais si vous le voyez, vous saurez quelle est la révélation. Si vous le voyez pas à cette distance, je vous en parlerai la prochaine fois. Donc voilà pour l'arc de Sora. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à laisser des commentaires, à noter vos idées et surtout à me dire ce que vous pensez de cette histoire pour le moment et de la tournure qu'elle est en train de prendre. Et à bientôt dans le prochain épisode.